Bonjour à tous. Dans cette partie, nous allons étudier les systèmes d'exploitation dits généralistes, c'est-à-dire les systèmes d'exploitation avec lesquels vous avez l'habitude de travailler et qui sont intégrés dans vos PC, stations de travail et même sur les serveurs. Alors, qu'est-ce qu'un système d'exploitation? Un système d'exploitation, ou OS, Operating System en anglais, c'est un programme qui va constituer une interface entre des applications utilisateurs et le matériel. Ce système d'exploitation, lorsqu'il est généraliste, offre souvent un environnement de travail agréable, composé de fenêtres, comme les systèmes d'exploitation sur lesquels vous avez l'habitude de travailler, ce qui va permettre à l'utilisateur d'interagir très facilement avec le matériel sous-jacent. L'objectif d'un système d'exploitation, c'est finalement de cacher toute la complexité du matériel et de fournir ce qu'on appelle une couche d'abstraction, qui consiste à rendre transparente toute la complexité du matériel aux différents utilisateurs. Si l'on rentre un petit peu plus dans les détails, en ce qui concerne le rôle d'un système d'exploitation, je dirais qu'un des premiers objectifs, c'est de gérer automatiquement le déroulement ou la séquence des applications qui tournent sur le processeur. Ça, c'est une chose très importante. Les applications sont divisées en tâches, généralement, qui seront gérées par le système d'exploitation à un niveau très fin. La gestion de ces tâches implique aussi de prendre en considération l'importance des tâches les unes par rapport aux autres et donc de prioriser le travail qui doit être effectué. Par exemple, une tâche responsable de la gestion de la mémoire du processeur est bien entendu plus importante qu'une tâche qui provient d'une application quelconque et puis chargée d'afficher un petit message sans grand intérêt à l'écran. Le deuxième rôle d'un système d'exploitation, c'est de gérer ce qu'on appelle les ressources du système, c'est-à-dire la mémoire associée au processeur ainsi que les différents périphériques. Les différentes tâches s'exécutant sur le processeur vont pouvoir accéder à ces ressources. Il va falloir les partager entre ces différentes tâches de manière à éviter les conflits. À titre d'exemple, deux tâches ne vont pas pouvoir afficher un caractère, par exemple, sur un écran au même endroit et en même temps, sinon vous voyez bien qu'un conflit va apparaître. De plus, les tâches qui s'exécutent sur le processeur vont devoir être complètement isolées les unes des autres. En effet, il est impensable qu'un programme qui tourne sur le processeur vienne perturber l'exécution d'un autre programme, d'une autre application, en accédant à la même zone mémoire par exemple. Ceci peut avoir des conséquences catastrophiques sur le déroulement des applications elles-mêmes. Donc on aura l'occasion de revenir sur ce point dans une autre vidéo. Finalement, un dernier objectif du système d'exploitation, c'est de fournir ce qu'on appelle une API, ou Application Programming Interface, en anglais. Cette API, c'est en fait un ensemble de fonctions que le système d'exploitation mettra à la disposition de l'utilisateur pour gérer facilement les ressources et les ressources matérielles notamment. Intéressons-nous maintenant au premier point en particulier qui consiste en la gestion de la séquence et la concurrence entre les différentes applications ou les tâches qui les constituent. Un des rôles fondamentaux du système d'exploitation, c'est de protéger l'accès au processeur. En fait, pour un système monoprocesseur ou monocœur, seulement une tâche est capable de s'exécuter à la fois. Il est donc nécessaire de garantir l'ordonnancement de ces tâches au cours du temps, c'est-à-dire de décider quelle tâche occupera le processeur à un instant donné. Une tâche va être exécutée par le processeur pendant un certain temps, puis elle sera remplacée par une autre tâche pendant là encore un certain temps, et le processus continuera tant que le système d'exploitation est opérationnel. Le deuxième point consiste en la gestion de la mémoire et de ses périphériques. Comme nous l'avons dit, un des objectifs du système d'exploitation, c'est de protéger la mémoire, donc de fournir des services permettant de garantir l'accès à cette ressource particulière qu'est la mémoire. En fait, chaque tâche ne va pas avoir accès à l'ensemble de la mémoire, mais seulement à une zone qui lui est affectée et qui lui est propre par conséquent. Une tâche T1, par exemple, ne va en aucun cas pouvoir perturber l'exécution d'une autre tâche T2 qui se trouve autre part en mémoire. Nous verrons bientôt quels sont les mécanismes qui permettent d'assurer cette isolation des tâches dans la mémoire et comment faire en sorte d'éviter les conflits. La gestion des périphériques
est elle aussi très importante dans un système d'exploitation, car toutes les tâches ne peuvent pas avoir accès à tous les périphériques. Il va donc falloir gérer cet accès en fournissant des droits appropriés d'une part, mais également en gérant l'utilisation de ces ressources dans le temps. Tout ceci implique d'avoir des services spécifiques qui permettront d'assurer la protection de ces périphériques. Finalement, le dernier point consiste à proposer une API de manière à faciliter la gestion du matériel. Une API, on l'a dit, c'est une interface haut niveau qui va fournir un ensemble de fonctions à l'utilisateur, et cet ensemble de fonctions va permettre d'accéder à certains services spécifiques du système d'exploitation de manière à gérer l'architecture matérielle. Nous verrons dans un instant que ces fonctions sont spécifiques à un OS. Mais avant de continuer et de se familiariser avec le concept d'API, il est important de bien comprendre ce qui se cache dans une architecture matérielle. Un concept très important dans une architecture matérielle, c'est ce qu'on appelle l'instruction, le jeu d'instructions. En général, dans un processeur, il existe deux types d'instructions. Les instructions dites non privilégiées et les instructions privilégiées. Ce qui différencie ces deux types d'instructions, c'est le droit d'accès aux ressources matérielles. Une instruction privilégiée pourra accéder à des zones mémoire spécifiques, à des registres particuliers, tandis qu'une instruction non privilégiée ne pourra pas le faire. Ces instructions sont définies lors de la construction du processeur par le fabricant et sont répertoriées dans ce qu'on appelle l'ISA du processeur, c'est-à-dire dans le jeu d'instructions. Ce jeu d'instructions regroupe toutes les instructions qu'on pourra utiliser pour interagir avec ce processeur. Dans un système comportant un système d'exploitation, seulement ce système d'exploitation pourra exécuter les instructions privilégiées, c'est-à-dire celles qui donnent accès au matériel. Par exemple, seulement l'OS pourra accéder directement au périphérique d'entrée-sortie, pourra gérer l'ensemble de la mémoire et manipuler certains registres spécifiques avec des droits d'accès spécifiques, comme le registre de gestion des interruptions par exemple. Alors, comment savoir si une instruction privilégiée a le droit d'être exécutée par le processeur? Ou en gros, comment savoir si une instruction est exécutée dans le cadre d'une application générale ou du système d'exploitation? En fait, généralement, une architecture matérielle propose au moins deux types d'opérations. On parle également de modes d'exécution. Ces deux modes sont au minimum le mode noyau, kernel, et le mode utilisateur. Toutes les instructions, privilégiées ou non, peuvent s'exécuter dans le mode noyau. En revanche, les instructions privilégiées ne peuvent pas s'exécuter dans le mode utilisateur. Elles s'exécutent uniquement dans le mode noyau. Lorsque l'application s'exécutant dans le mode utilisateur fait appel à une instruction privilégiée, c'est-à-dire qu'elle va demander l'accès à une ressource matérielle à laquelle elle n'a pas le droit, il va donc y avoir un problème. Ce problème est détecté et constitue ce qu'on appelle un trap en anglais, ou une exception en français, qui sera automatiquement repérée par le processeur. Le système d'exploitation va tout naturellement s'exécuter dans le mode noyau, puisque lui, il est autorisé à accéder à toutes les ressources, et lui ne générera de ce fait aucune exception. Il existe un registre spécifique dans lequel un bit particulier va permettre de fixer le mode d'exécution, à savoir le mode utilisateur ou le mode noyau. Ce registre sera lui aussi géré, bien entendu, par le système d'exploitation. Je parlais tout à l'heure de deux modes possibles d'exécution, à savoir le mode noyau et le mode utilisateur. Dans beaucoup d'architectures aujourd'hui, il existe d'autres modes permettant de différencier le niveau de privilège des instructions. Par exemple, pour une architecture de type x86 proposée par Intel, il existe 4 modes d'exécution qu'on appelle aussi des anneaux, ou des rings en anglais. Le mode 0, qui est le plus privilégié, lui, il est réservé pour le noyau, donc pour le système d'exploitation, le cœur du système d'exploitation. Le niveau 1, pour les pilotes de périphériques les plus critiques, tandis que le niveau 2, il est réservé pour les périphériques, on va dire, moins critiques. Le niveau 3 est quant à lui réservé pour les applications, et c'est celui qui a le niveau de privilège le moins grand. Alors comment faire en sorte que les applications utilisateurs puissent accéder à des ressources matérielles, autrement dit, exécuter des instructions privilégiées? Par exemple,
Comment faire pour qu'une application puisse accéder à des zones mémoire ou encore à des entrées-sorties spécifiques? Alors, pour ce faire, les applications doivent appeler des fonctions spécifiques pour assurer le travail à leur place. Ces fonctions sont regroupées dans une API qui est fournie par le fabricant du système d'exploitation et ces fonctions sont appelées fonctions système. Une fois qu'une application utilisateur fait appel à une fonction système, une exception est générée, le mode d'exécution change en mode noyau et le contrôle est redonné au système d'exploitation qui va se charger d'effectuer l'opération à la place de l'application. Ça, c'est très important. C'est le système d'exploitation qui, au final, décide d'attribuer ou non une ressource à une application. Ceci permet d'éviter bien évidemment tous les conflits éventuels entre différentes applications. La diapo ici présente un exemple de fonction système qu'on peut retrouver dans les systèmes d'exploitation, là en l'occurrence Windows et Unix. Ces différents appels système sont regroupés dans différentes catégories. Par exemple, la première catégorie concerne le contrôle ou la gestion de tâches. Il existe notamment une fonction pour créer des tâches. Cette fonction s'appelle createProcess pour Windows ou encore fork pour Unix. Une autre fonction est utilisée pour terminer une tâche comme la fonction exitProcess pour Windows et exit tout simplement pour Unix, etc. etc. Donc d'autres catégories d'appels système concernent la gestion des fichiers par exemple ou la gestion des périphériques. Il existe aussi d'autres appels spécifiques pour la communication entre les tâches ou la gestion des droits d'accès à des ressources particulières. Ce qui est important de retenir dans tout ça, c'est que ces fonctions peuvent être utilisées par le programmeur d'une application et permettent d'interagir de manière transparente avec le matériel sous-jacent en passant par le système d'exploitation. Maintenant, nous allons rentrer en détail dans l'architecture des systèmes d'exploitation. Ces OS sont généralement découpés en services, chaque service ayant un rôle particulier. Un premier service est le service de gestion des tâches, que l'on découvrira dans une prochaine vidéo. Un autre service concerne l'ordonnancement des tâches sur le processeur, c'est-à-dire le séquencement, le déroulement des tâches dans le temps. Un autre service consiste en la gestion de la mémoire. Il permet de réguler l'accès à la mémoire par les différentes tâches. Et un autre service est également dédié à la gestion des ressources et des conflits d'accès à ces ressources. On aura également l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Il existe aussi d'autres services, un service notamment spécifique à la gestion du temps. Donc en plus de ces services, il peut exister d'autres services dans un système d'exploitation. Tout dépend du fabricant et de l'architecture de ces systèmes. Voilà pour cette vidéo. Je vous invite à regarder les autres vidéos qui vont décrire de manière beaucoup plus détaillée les différents services. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt.